Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le Live Talk. Grosse vague de soutien à l'UDPCI pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Réunis le samedi dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, plusieurs dignitaires du parti de Mabry Touakeus ont apporté leur caution au candidat Amadou Gon Coulibaly. On en parlera tout à l'heure dans notre tour de l'actualité. Live Actu, petit tour de l'actualité. Un mot sur l'actualité politique avec vous, Edith. On parle du soutien ou même de l'engagement des cadres de l'UDPCI pour Amadou Gon Coulibaly. J'ai même envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du rififi, il y a totalement du rififi dans l'air dans le parti de l'ex-ministre Mabry Touakeus. Une crise qui l'oppose à certains membres de son parti et qui est née du refus de ces derniers de s'aligner derrière la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour l'élection présidentielle prochaine. Et pour enfoncer le clou, des militants de l'UDPCI se sont réunis ce samedi à Yamoussoukro lors de leur convention pour exprimer leur position sur le choix du parti à la présidentielle. Donc dans le communiqué final, le ministre Tchaba Laurent et son groupe ont tout simplement désavoué le président Mabry Touakeus avant de réaffirmer leur soutien au candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au Palais de la Présidence de la République. Mesdames et messieurs, il nous a été difficile de préparer cette émission, tant l'émotion, la surprise, la consternation nous étreignaient. Le Premier ministre avait participé à ce Conseil des ministres en présence du chef de l'État. Et à la fin, il avait même tenu quelques propos, il avait même fait un tweet, et je cite ce tweet-là. Avoir une vision, ce n'est pas adopter des politiques de court terme, mais anticiper et planifier les projets de développement pour des décennies à venir afin d'assurer un développement durable. Donc on s'attendait à le revoir encore dans les jours à venir. Et puis malheureusement, sur les réseaux sociaux, la rumeur s'est amplifiée. On a commencé à entendre des bribes d'informations disant que le Premier ministre avait eu un malaise. Puis l'information officielle est tombée un peu en fin de journée avec le communiqué qu'on vient de suivre à l'instant. Un grand choc, c'est beaucoup d'émotions, de la tristesse, et c'est la perte d'un frère, d'un père, mais surtout d'un Ivoirien. Donc on est tous touchés. D'une façon ou d'une autre, il laisse derrière lui une famille. Il était père de 5 enfants, un père aimant. Et on a une très forte pensée, comme ils l'ont dit, pour cette famille en cette situation très douloureuse. Oui, il y avait des dossiers en cours, notamment la gestion de la crise sanitaire, les dossiers qu'il avait laissés sur la table entre les mains du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko. Il avait même tenu une réunion avec le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le secrétaire général de la présidence, le vice-président. Il y avait cette réunion à 4 là. Donc cette journée semblait être une journée normale en Côte d'Ivoire. Il y a eu même un communiqué du gouvernement. Rien ne laissait présager que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'en irait subitement. Comme ça. Comment les Ivoiriens ont accueilli la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Nous sommes allés à leur rencontre et c'est dans notre micro-trottoir. C'est vraiment un choc. C'est un grand homme qui vient de partir. Donc je transmettrai mes sincères condoléances à sa famille parce qu'avec sa maladie, ça n'a pas été tout facile pour eux sur le plan moral. Là, on perd un grand homme politique. On espère que au niveau de la tête du RHDP, les gens vont s'entendre pour pouvoir présenter quelqu'un qui pourra peut-être se présenter et que tous les échanges se passent bien, quoi. Vous savez, même si je ne suis pas du même bord politique que lui, la nouvelle est triste parce que c'est un humain. Et puis, c'est quelqu'un qui est mort à la tâche pour le pays. Donc, vraiment, c'était avec regret que j'ai reçu l'information. Pendant que j'y pense, j'ai mal parce que je me dis que est-ce que le fait de n'avoir pas préparé quelqu'un d'autre après le Premier ministre Gon Coulibaly, est-ce que ça ne va pas brouiller un peu les élections à venir? Il y a deux éléments qu'on remarque. Il y a de la tristesse et puis il y a une forme, je ne dirais pas d'union sacrée. Donc des Ivoiriens, de solidarité, d'élan de solidarité. L'avant-dernier intervenant l'a souligné, même si je n'étais pas du même bord politique que lui, c'est un humain. Et au-delà de tout, c'était un homme d'État
qui représentait le gouvernement, le pays surtout. C'est un être humain et la compassion est de mise dans ce genre de situation, au-delà de toutes nos différences, de toutes nos dissensions. Et on l'a remarqué sur les réseaux sociaux, les différents messages de condoléances qui ont été postés par les différents citoyens, les jeunes, les moins jeunes, des différents pays, de la diaspora, les chefs d'État. C'était un être humain. Même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, on a senti en fait qu'il y a vraiment un élan de solidarité avec le peuple ivoirien. Et puis surtout, je pense que c'est un homme qui il est parti à la tâche, il est parti il a tout donné jusqu'à la fin. Et je pense que ça, Ce qui confirme donc, je pense qu'il y a un caractère tragique à cette disparition-là. C'est le fait que jusqu'à la dernière minute, l'homme était à la tâche et ses collaborateurs à ses côtés. Je pense que ça participait à renforcer, je pense, cet élan de solidarité-là autour de cette situation. On va aborder la question de cet album-là qui fait beaucoup de vagues, qui défraie la chronique, qui fait parler de lui en bien ou en moins bien. C'est l'album de Yodé et Siro, l'album est baptisé Héritage. Serge vous en parle. Oui, je vous en parle de cet album-là, Héritage, parce qu'effectivement, il fait un gros buzz. Mais pourquoi il fait autant de vagues? Pourquoi cet album-là fait autant de vagues? On se pose des questions. Alors, je serais tenté de répondre parce qu'il est bon. Ouais. Moi, pour l'avoir écouté, en tout cas, je trouve que c'est un très bel album. Par contre, je ne pense pas que ce soit l'ensemble des titres de Héritage, donc le 6e album de Yodé Siro, qui fasse le buzz. Il n'y en a qu'un, à mon avis, qui a suscité toute cette polémique-là, c'est le titre On dit quoi. Voilà, En Zouglou, ça réussit toujours, sauf que cette fois-ci, on va dire que c'est quand même assez mitigé. Hein, puisque aujourd'hui, les Ivoiriens sont, comme on le disait tout à l'heure, un peu divisés. Et depuis bon nombre d'années, on a une partie pro-LMP, une partie pro-RHDP. Et ces artistes-là, Yodé et Siro, ont très souvent joué sur ça. Faut pas qu'on l'oublie non plus. Hein. Ça fait quand même un peu 12 ans qu'ils ne sont pas revenus avec un album, mais ils ont écumé toutes les scènes de Zouglou. Et pour les avoir vus plusieurs fois, ils avaient un jeu qui était très intéressant souvent. C'était Siro qui prenait le parti du président Alassane Ouattara et Yodé qui prenait le parti du président Laurent Gbagbo. Et donc, ça chauffait la salle des deux côtés, mais tout ce qu'on constatait, c'était au final des Ivoiriens qui s'amusaient et qui vibraient tous ensemble. Donc, est-ce que c'est pas là la mission du groupe Yodé Siro, finalement, de réunir les Ivoiriens? Ils ont compris, en tout cas, cette division-là qui est devenue leur cheval de bataille. C'est pourquoi ils sortent tous ces titres qui sont très tranchants. Mais au final, quand vous écoutez l'album, il n'y a pas que On dit quoi. Il y a le titre éponyme Héritage qui parle de réconciliation. Il y a Asseyons-nous et discutons qui parle également de réconciliation et de paix. Donc pour ma part, c'est un très bel album. D'ailleurs, c'est un amour qui a été rendu à ce groupe-là par les Ivoiriens, puisque en 48 heures, 10 000 CD ont été vendus, ce qui nous fait une petite bagatelle de 50 millions de francs CFA. Et c'est plus de 10 000 CD qui avaient été mis en vente par la maison de distribution, qui est en rupture. Mais le staff me fait dire qu'ils vont finalement approvisionner encore en CD et tout le monde aura son CD. Nous avons commencé par cette conférence de presse donnée par Kakabé, Kwadio Bertin. On en parle avec vous, Edith. Oui, d'abord, avant de parler de la conférence de presse, je vous remets dans le contexte. Ouais. Kwadio Bertin dit Kakabé s'était porté candidat à la convention de candidature de son parti, le PDCI-RDA. Malheureusement, coup de tonnerre, le jeudi 2 juillet, le comité de candidature a annoncé le rejet de sa proposition. Et ce comité a annoncé les raisons, principalement parce que ce candidat du PDCI ne présentait pas ne voulait pas en tout cas accepter de refuser de s'engager sur l'honneur de ne pas se présenter en indépendant. Accepter ou refuser? Non. Il refusait de s'engager en tout cas sur l'honneur de ne pas se présenter en indépendant à l'élection présidentielle d'octobre 2020 s'il n'était pas élu comme le candidat du PDCI. Et la deuxième raison évoquée par le comité de candidature, c'est qu'il avait produit du faux en affirmant qu'il était membre de la délégation et du bureau politique de Bokanda 3. Et lors de la conférence de presse, il s'est exprimé, il a exprimé son mécontentement et il a surtout dénoncé un attentat contre sa candidature. Il a déclaré, je cite, « Je suis un homme de parole et je n'agis que dans l'intérêt du PDCI-RDA. Je veux dire à nos militants que ma candidature et les agissements actuels sont dans l'intérêt de notre parti, le PDCI-RDA. » Alors, je m'interroge. Absolument. Est-ce que toute cette agitation au PDCI, ce n'est pas finalement une stratégie politique pour, quelle serait cette stratégie pour faire diversion? Parce qu'on a parlé lors de l'interview avec également Jean-Louis Billon, et également Rayana l'avait évoqué.
Peut-être que c'est une manière de susciter également une candidature indépendante pour obtenir des voix auprès des jeunes. C'est vrai que Kakabe a 52 ans, mais il est quand même jeune, il a quand même des soutiens. Il est considéré comme jeune de la nouvelle génération. Et peut-être que c'est une stratégie aussi pour attirer la voix de ces jeunes et ensuite les reporter au second tour de l'élection présidentielle pour le président du parti, Konan Bédié. J'espère que ce n'est pas une stratégie, parce que si moi, j'aurais vraiment l'impression qu'on m'a manipulé si ça se passe comme ça. Mais la politique, c'est un peu ça, la manipulation. Ouais. Comment je peux vous dire ça de façon très poétique, de l'ouverture des dépôts des candidatures pour la présidentielle 2020. Alors, qu'en est-il de ce chronogramme? Oui, les choses évoluent, les choses avancent. Les Ivoiriens qui désirent être candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain pourront, à partir du 16 juillet, collecter le parrainage. Et ensuite, sur la période du 1er août au 1er septembre, ils pourront déposer leur dossier de candidature. Selon la CEI, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que les candidats recueillent au moins 1% de l'électorat local dans 50% des régions de la Côte d'Ivoire. Ce chronogramme électoral a été dévoilé hier, le mercredi 8 juillet, par le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibert, au cours d'une rencontre entre les partis politiques, le PNUD et son institution. Il faut noter également que le président de la dite CEI a déclaré, et je cite, « Nous avons proposé aux partis politiques le délai de 45 jours pour le dépôt des dossiers de candidature au lieu d'1 mois. Et ce délai de 45 jours va commencer à partir du 16 juillet prochain. » Toujours à propos de candidature, cette fois c'est dans le domaine du sport et celle de Didier Drogba qui semble être un tout petit peu en ballottage. Raina, on en parle avec vous. Effectivement, pour remettre dans le contexte, les élections à la présidence de la FIF se tiendront le 5 septembre prochain et 3 candidats sont en liste. Nous avons Sori Diabaté qui est l'actuel président de la Ligue professionnelle de football, Didier Drogba qui est notre ancien capitaine des éléphants et puis Idriss Diallo qui est lui-même un ancien membre de la FIF. Ces candidats, pour obtenir le parrainage, doivent obtenir le parrainage d'un des 5 groupements d'intérêt reconnus par la FIF pour avoir la validation de leur candidature. Parmi ces 5 groupements d'intérêt, je vais vous citer ceux qui sont reconnus. On a l'association des anciens joueurs, l'association des footballeurs ivoiriens, celle des entraîneurs, celle des arbitres et celle des médecins. Mais ce qui se passe, c'est qu'après que l'association des anciens joueurs et celle des arbitres aient accordé leur suffrage à Sori Diabaté, hier, mercredi dernier, c'était Drogba qui a vu les entraîneurs lui tourner le dos en faveur d'Idriss Diallo. Voilà, donc il ne lui reste plus que 2 espoirs. À 2 mois du scrutin, il peine à trouver un parrainage et on reste dans le suspense de se demander qui des médecins ou de l'association des footballeurs ivoiriens. De façon très concrète, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les 2 entités qu'on a citées n'accordent pas leur faveur, leur suffrage à Didier Drogba, il ne pourra pas briguer la présidence. Il pourra pas. Exactement. Et si par exemple, un cas de figure, et si un seul des 2 par exemple lui accorde, il aura sa chance. Il pourra avoir sa chance. Exactement. Okay. On va dire que les chances s'amenuisent. Et il a un gros travail de lobbying à mener auprès de ces deux associations. Est-ce qu'il a encore le temps de mener ce travail-là? Est-ce que c'est maintenant encore qu'il doit faire ce travail-là? Au regard de tous ceux qui lui ont tourné le dos aujourd'hui, on se dit il en reste que 2. Mais est-ce que le fait qu'il ait récemment ouvert un hôpital ne va pas peut-être lui donner des points? Ça pourrait se jouer dans l'association des médecins, mais on ne sait toujours pas, ça reste de la spéculation. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il s'attaque aussi à l'ancienneté des candidats des autres. Donc, ça aurait été un travail qui avait été fait peut-être depuis quelques années. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais rien n'est encore joué, tout est possible. Là, on parle de médecins sportifs. Oui. Des médecins sportifs qui sont affiliés au club. Et on connaît la position plus ou moins des patrons de club. Enfin, wait and see. Après 2 ans de prorogation, de la date limite pour la révision des listes électorales, la CEI a enfin mis un terme à l'opération. A-t-elle fini par obtenir l'adhésion du public? Pour le savoir, ouvrons ensemble notre dossier du jour. Cocody, groupe scolaire de Plateau Nord. Dans ce bureau de révision des listes électorales, les populations ne sont pas en grand nombre. Les retardataires ont profité de la période du prolongement pour s'inscrire et se faire enrôler sur le listing électoral. Le peu d'affluence des derniers jours a mis un coup de pression aux agents recenseurs. Les Ivoiriens attendent toujours la dernière minute, donc c'est à la veille même du prolongement que les gens commencent à venir beaucoup. Les gens viennent, on doit les servir, même s'ils viennent nombreux, on est obligé de faire avec. Souvent on ne prend pas de pause, on doit satisfaire tout le monde avant de partir.
Pour y aller plus rapidement, les agents misent sur la rapidité dans le traitement. En témoignent les récipiendaires. Quand je suis venue, on s'enrôle là. Automatiquement, ils m'ont pris parce que je ne me sens pas bien. Ils se sont occupés de moi. Ils ont pris ma carte d'identité, ils ont révisé, ils ont dit que mon nom est sur la liste, réellement. Donc vraiment, je suis très contente. Et quand on leur demande pourquoi ils attendent la dernière minute pour se rendre au bureau de révision, chacun avance sa raison. J'avais un souci de santé. La saison de pluie ne nous permettait pas de sortir. Et c'est aujourd'hui, le soleil est apparu et j'ai eu le temps de venir. Tandis que certains Ivoiriens sont motivés à s'inscrire sur la liste électorale en vue des prochaines élections présidentielles, d'autres ne trouvent pas nécessaire de le faire. L'atmosphère politique et la situation sanitaire sont un frein pour eux. Personnellement, je suis déçu, je suis découragé même. Voilà, parce qu'en tant qu'un Ivoirien digne de chez lui-même, et puis il vit une vie de misère, de misérable là. Donc du coup, moi, je ne peux pas, qu'on appelle encourager, qu'on appelle mon frère ou bien ma soeur, d'aller au moins qu'on appelle s'inscrire pour pouvoir voter un autre président qui va venir encore. Et bien on va vivre la même carrière là. Moi, personnellement, ça chauffe ma tête. Est-ce que les mesures sont respectées dans les centres? Donc les gens sont quand même réticents à ce propos-là. Donc ils sont plus préoccupés par leur santé qu'en ce moment que par aller réviser la liste électorale. Selon les chiffres de la CEI, 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas encore inscrits sur les listes. La révision s'est achevée hier, 5 juillet. Il a se demander, est-ce que cette opération intéresse vraiment les Ivoiriens? Est-ce qu'elle n'a pas accouché d'une souris? Peut-on dire que malgré ou en dépit des efforts qui ont été consentis, est-ce que les populations ont vraiment adhéré à ce mouvement-là? La dame l'a dit dans le reportage, les populations préfèrent se préoccuper de leur santé et peut-être aussi de leur poche que d'aller faire un rang qui va durer peut-être 2 ou 3 heures de temps pour se faire enrôler. J'avais mené également un sondage sur les réseaux sociaux pour avoir également l'avis des jeunes majeurs, des nouveaux majeurs et des jeunes pour savoir pourquoi ils ne souhaitaient pas se déplacer pour se faire enrôler. Ils ne sentaient aucun intérêt. Il y a peut-être un peu de désillusion et je trouve que le délai jusqu'au 5 juillet était assez court quand même pour mobiliser beaucoup de personnes. Terre de musique par excellence, notre pays vit au rythme des nouvelles chansons et des nouvelles danses, qu'elles soient engagées au festival, on en parlait tout à l'heure. La musique fait partie intégrante du quotidien des Ivoiriens. Mais quel est son impact réel sur la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire? On en parle maintenant dans notre petit débat avec nos chers amis sur notre plateau. Et je vais me tourner vers Israël pour commencer ce débat. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la musique réconcilie plus qu'elle ne divise les Ivoiriens, ou vice-versa? Fondamentalement, la musique elle-même est disposée pour apaiser les cœurs et réconcilier. Par contre, lorsqu'on y ajoute des textes sur cette musique, on choisit donc de rassembler ou bien de diviser. Donc, ce n'est pas la musique prise objectivement tout seul qui peut diviser ou rassembler, mais c'est l'ensemble texte plus musique qui fait que finalement, j'ai choisi de rassembler quelqu'un ou de diviser. Donc, c'est vraiment cet ensemble-là. Donc, il faut faire attention à ce... C'est quoi texte? Musique, ça fait chanson? Donc, c'est vraiment cet ensemble-là qui détermine l'orientation de cette musique. Mais Raina, est-ce que justement, vous pensez que cette musique-là a une vraie influence sur les Ivoiriens? Bien sûr. Vous pensez ça? Oui, bien sûr. La musique a vraiment un pouvoir d'influence sur les opinions. Parce que la population s'identifie très facilement aux paroles d'une chanson. Parce que ça a un effet vraiment, un impact émotionnel très prononcé. Ça joue vraiment sur les sentiments de celui qui écoute. Il arrive même à s'identifier dans ces paroles-là et à adhérer à des opinions par la musique. Voilà, par le texte dont il parle, pas par la sonorité en elle-même, non. Depuis très longtemps, la musique ivoirienne, d'ailleurs, est utilisée comme un instrument de propagande politique, de galvanisation des troupes et de dénonciation. Donc, ça prouve vraiment que ça a un impact réel sur les populations. Et ça se fait à travers plusieurs genres musicaux, hein, le reggae, le zouglou, le rap ivoire, et on en passe. Je vais revenir à la question. Vous avez vraiment l'impression qu'un artiste en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers ses textes, à travers ce qu'il a chanté dans ses chansons, a réussi à faire bouger les choses? Les gens se sont dit non, franchement, comme il a dit, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Si ça a fait bouger les lignes, je ne peux pas me prononcer dessus, mais je sais que du côté de la population, envers les populations, ça a un impact significatif. Mais est-ce que le rôle de l'artiste, c'est, je veux dire, de faire les choses? Mais l'artiste, je pense, lorsqu'il est engagé, c'est de mettre le doigt sur une situation, c'est d'interpeller. Après, est-ce que les gens le suivent ou pas? Ce n'est pas forcément de sa responsabilité. Mais je pense que déjà, son premier postulat, lorsque c'est un artiste engagé,
c'est de dire ça ne va pas, il faut qu'on change. Et d'interpeller jusqu'à ce que ça change. Si ça prend 10 ans, 20 ans, ça change. Et elle a dit, moi je me souviens encore, dans les années 90, il y avait le Zouglou, il y avait le reggae, on a connu des artistes comme Serge Kassi, les parents du campus qui dénonçaient. La naissance même de ce mouvement, le Zouglou, c'était à la base. Qui dénonçait la situation des étudiants. Oui. Donc on est vraiment dans ça, dans la dénonciation. Est-ce que ça a changé les choses? Ça, c'est notre question. Pour l'invité du talk, nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de recevoir le dramaturge, écrivain, producteur, metteur en scène, manager, journaliste Alain Tailly. Bonsoir. Excusez du peu. ça mérite même un petit jingle, avant qu'on ne vous pose des questions. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Alors docteur, l'actualité, c'est la sortie de cet album-là. Vous suiviez tout à l'heure les réactions des Ivoiriens et notre commentaire sur le plateau. Comment analysez-vous ce buzz-là à votre niveau? Le buzz, en fait, les artistes ont cristallisé l'opinion des Ivoiriens, qu'ils ont transformé en œuvre artistique. Et donc, très logiquement, ils ont eu une vague de sympathie et d'adhésion, puisque les messages à peine voilés qu'ils ont distillés à travers leurs titres sont ceux que les Ivoiriens se partagent sur les marchés, dans les maquis, dans les écoles et dans tous les lieux publics. Et donc, je crois que c'est un choix judicieux, j'allais même dire opportuniste, voilà, d'avoir surfé donc, sur une forme d'insatisfaction d'une partie du peuple et donc de la traduire en musique. Vous auriez rencontré Yodé Siro, vous leur aurez dit bravo les gars, c'est bien, ou oh, attention, vous êtes passé un peu à côté de quelque chose? Bravo les gars, non, parce que je les connais bien. Je sais par ailleurs que dans d'autres lieux, ils ont fait montre d'une meilleure capacité au niveau compositionnel. Ce n'est pas le cas. Les textes sont à peine de la construction artistique. C'est vraiment du registre du discours lapidaire, de l'invective, de l'apostrophe directe. On a l'impression que c'est un texte de meeting qu'ils ont chanté. Ils vont vous dire, mais vieux père, tout ça c'est bien, mais vieux père, actuellement on est en train de faire les meilleures ventes du moment. Il y a la campagne qui arrive. Oui, les meilleures ventes, c'est bien. Et j'en suis heureux pour eux. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas que la gradation soit descendante, il faut qu'elle monte. Okay. Et je dis qu'ils ont gagné peut-être en efficacité dans le registre commercial, mais ils ont perdu en qualité dans la construction textuelle de leur message. Et on voit bien au fil des années en Côte d'Ivoire, on a connu des artistes engagés, fidèles parfois à des groupes ou des idéologies politiques, Tikenja, Billy Billy, les Galliers, Lagopolais. Est-ce que finalement un artiste engagé doit être systématiquement un artiste partisan? Partisan, non. L'artiste engagé, c'est celui qui se saisit d'une question d'actualité, d'une question d'intérêt national et qui donne une opinion qui est pertinente. C'est cela le sens de l'engagement. Mais l'engagement ne signifie pas forcément prendre parti pour un camp contre un autre. Oui, mais dans le partisan, je veux dire, lorsqu'on prend parti, par exemple, la population qui souffre, je veux dire, subjectivement, c'est un parti pris. Tout à fait. Donc cet engagement-là, enfin, je pense que dans ce cas-là, on peut dire que cet artiste engagé est partisan d'une cause, par exemple, de la population. Partisan d'une cause, oui, mais pas partisan dans le terme politique du terme. Voilà. Chez les humoristes que je connais bien pour les fréquenter personnellement, la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Pour la musique, on aurait pu dire est-ce qu'on peut chanter tout? Est-ce qu'on peut tourner tout dans une forme de dérision? Les spécialistes de la musique disent qu'il y a une part pour le texte et une part pour la musique. Parfois, dans l'opéra notamment, il y a des opéras qui font de la critique, qui font de la satire, sans même qu'on entende un texte. Parce que dans la construction musicale, déjà dans la composition, il y a des agencements qui parlent. Voilà, la musique, elle est audible.
elle s'entend, elle est subliminale, elle est une expression, elle est un pouvoir. Et à partir de ce moment-là, selon que vous construisez votre musique avec une certaine force, une certaine magnitude, sur une certaine fréquence, elle peut toucher, sans même que vous ne prononciez le nom de quelqu'un. Donc ce n'est pas toujours textuel, ce n'est pas toujours plastique, c'est plutôt du point de vue compositionnel. André Bois, rédacteur en chef Live TV Vibe Radio. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'imagine que vous accusez, comme la plupart des Ivoiriens, le coup de cette disparition. Oui, bien sûr que c'est un Premier ministre qui est en exercice. Donc voyez-vous, la nation tout entière, et nous en faisons tous partie, accuse le coup. Et c'est d'autant plus, j'allais dire, l'image est forte que ça s'est passé on va dire, sous les ors de la République. C'est qu'on est en plein présidence de la République, on vient de prendre sans doute des décisions importantes pour l'État, et un homme comme ça rend l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour le pays. Israël, il y aura sans doute une redistribution des cartes au niveau politique en Côte d'Ivoire. Déjà, quel scénario probable se profile à l'horizon? On va s'intéresser avec vous au scénario gouvernement. Alors, c'est une grande perte, on le disait, et André le disait à juste titre, pour la nation, mais aussi pour le président Alassane Ouattara, qui avait misé sur ce Premier ministre-là. Il lui avait donné la mission de conduire tous les projets d'infrastructure, les projets sociaux, et de les mener à terme. Et on avait vu un Premier ministre engagé de front, un capitaine de bateau, encore plus avec cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, qui sera le Premier ministre qui va remplacer Amadou Gon Coulibaly? Est-ce qu'on va assister à un remaniement ministériel? Est-ce qu'on va assister à un réaménagement technique? Est-ce qu'on aura un Premier ministre? Certains parlent dans le couloir de Patrick Hachi, certains parlent de Jamel Bakayoko qui assurait déjà l'intérim. Donc aujourd'hui, il faut un homme de confiance d'Alassane Ouattara qui va tenir et maintenir toute la dynamique qu'avait engagée déjà Amadou Gon Coulibaly et mener jusqu'à terme au soir du 31 octobre 2020. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'Alassane Ouattara est allé sur une base très simple, c'est de céder le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est vrai à travers Amadou Gon Coulibaly, parce qu'on ne se rend pas compte, il n'avait que 61 ans. Pour un homme politique, ce n'est pas grand-chose. Donc, céder le pouvoir à une nouvelle génération, je pense que pour lui, c'est un vrai testament. Pour Alassane Ouattara, peut-être, je ne sais pas, on va ouvrir son testament, c'est écrit, il faut que je parte en cédant mon pouvoir à une autre génération. Donc là, ce scénario-là me semble pas vraiment plausible, même si on ne devrait pas l'écarter. Parce que, bien évidemment, le président voit tous ses plans chamboulés. Mais ça pose aussi un vrai problème au niveau du RHDP. C'est que dans le RHDP, il y a eu des dissensions. Vous imaginez qu'on parle de fidélité avec Amadou Gon, mais il y a des personnalités comme Marcela Montano qui représente... C'est aussi un fils d'Alassane Ouattara qui s'est retiré. On sait l'affection qu'Alassane Ouattara a eue pour quelqu'un comme Guillaume Soro qui est parti dans ces conditions. On sait aussi que c'est parce qu'il n'était pas le successeur désigné. Et donc même déjà dans ce parti-là, on se rend compte que finalement les cartes sont rebattues, mais rebattues dans quelles conditions? Parce qu'il y a des prétendants qui ne sont même plus là. Donc voyez-vous, je comprends un peu pourquoi vous allez sur cette voie où est-ce que finalement ce sera Alassane Ouattara. Dans ce que tu dis André, est-ce que ça va ouvrir la voie à une bataille de succession pour se repositionner justement pour être candidat pour le RHDP? Il y a une chose qu'on doit peut-être retenir dans le RHDP qui est redevenu un peu le pilier ou fouettiste, c'est qu'on respecte un peu, si vous voulez, enfin un peu, mais en tout cas, on respecte la parole du timonier Alassane Ouattara. Et donc ça compte. Si Alassane Ouattara veut positionner un autre candidat, je pense que majoritairement le RHDP va le suivre. Maintenant, il n'y aura pas de risque. Pour parler de risque, excusez-moi si je monopolise un peu la parole, c'est que une campagne présidentielle, c'est la rencontre, on le dit souvent, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Est-ce que ce candidat aujourd'hui au RHDP a eu le temps de construire son rapport avec le peuple? Et c'est ça. Amadou Gon Coulibaly, quoi qu'on dise, ça fait 30 ans qu'il court. Vous avez parlé d'infatigable, je vous ai entendu parler, il court partout pour Alassane Ouattara. Il a couru pour lui-même, c'était enfin un moment. C'est vraiment quelque chose, c'est un vrai choc pour tous ceux qui avaient travaillé à lui donner cette image du présidentiel. Nous allons faire un profilage des éventuels remplaçants. En tout cas, on a pensé on a imaginé sur la base d'une shortlist d'éventuels remplaçants du Premier ministre Amadou Gon en tant que candidat du RHDP. Nous essaierons un tout petit peu d'aborder
les forces, les points forts et ceux qui le sont un peu moins des différents candidats de notre shortlist. On l'a imaginé que dans notre tête, donc voilà, je tiens à le dire. Et si vous voulez bien, monsieur, mesdames, sur ce plateau, nous allons commencer par Ahmed Bakayoko. Oui, alors Brice, monsieur Ahmed Bakayoko, c'est un cacique du pouvoir RDR. C'est un fils, il est considéré comme un fils d'Alassane Ouattara. Il est jeune, il a une grosse expérience de la chose étatique. Donc voilà, il a quelque chose. Il est communicant. C'est aussi un fidèle voilà, du président Ouattara. Exactement. Il est communicant, il a l'art et la manière de toucher la jeunesse. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui parce qu'on sait que les jeunes se plaignent et puis disent que les candidats ne vont pas assez vers... Il sait communiquer en tout cas auprès des jeunes avec ses actions sociales qu'il mène. Je crois qu'il y a un mot qui est important et qui va revenir sous peut-être plusieurs formes. Concernant le ministre Ahmed Bakayoko, c'est jeunesse. Surtout jeunesse, c'est clair. Son contact avec la jeunesse. On l'a même vu dernièrement avec le jeune homme qui a sauvé des dames dans un véhicule qui était dans les inondations. Il n'a pas hésité à le recevoir. Il a fait d'autres personnes également. Il est assez prompt. Peut-être que ça pourra jouer. Mais il est peut-être jeune, mais il a quand même un parcours ministériel imposant depuis 2003. Il a occupé plusieurs fonctions. Donc il a été quand même ministre des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Sécurité, il est ministre d'État et ministre aujourd'hui de la Défense. Et bon, on peut observer quand même qu'à chaque fois qu'il a pris fonction dans un ministère, il a quand même réglé pas mal de problèmes. Albert Mabry-Touakeus. Oui, c'est aussi quelqu'un qui a la crédibilité pour prétendre à cette candidature. Notamment, il a été membre fondateur du RHDP, ce n'est pas rien. Il est quand même deuxième vice-président du parti. Et donc, il est vraiment très ancré dans ce parti. Il est aussi habitué aux joutes électorales parce qu'il a quand même occupé la 4e place au scrutin de 2010. Il a une longue expérience dans la gestion des affaires publiques au regard de son parcours. Il a été ministre d'État, ministre de la Santé et de la Population, ministre de l'Intégration africaine de la coopération, ministre des Transports, ministre du Plan et du Développement, ministre d'État, ministre du Plan et j'en passe. Donc il est vraiment très intégré, il connaît cet environnement et voilà. Il fait aussi partie de la nouvelle génération. Rapidement. Parce qu'il a voulu, il a décidé de partir en disgrâce. Voilà, de voler de ses propres ailes, on va dire ça. Il a été désavoué aussi par certains cadres de son parti. Il a fait le choix de se retirer en fait du RHDP, mais la place est toujours ouverte comme ses collègues l'ont dit lors de la convention. Il peut toujours venir reprendre sa place. Oui, mais bien qu'il reprenne sa place, deuxième vice-président. Bien qu'il reprenne sa place, ça ne garantit pas forcément qu'il va. La faille se trouvera effectivement dans les relations en ce moment très conflictuelles avec le RHDP. Il y aura sûrement le problème de la confiance qui se posera. Exactement. Elle a été brisée. Bon, hier on parlait d'un profil, ou avant-hier on parlait d'un profil de femme. Je vous avance un nom, Mariatou Koné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On parle de plus de femmes, en tout cas dans l'environnement politique et surtout lors des élections présidentielles. Ce serait un choix de rupture, peut-être pour le parti, parce qu'on ne voit pas, en tout cas, beaucoup de femmes au sein du RHDP en termes de visibilité sur ce point, mais ce serait un choix intéressant parce que elle a un excellent background académique. C'est une intellectuelle reconnue et respectée, une sociologue et anthropologue. C'est la première femme ivoirienne professeure titulaire d'anthropologie, c'est très important. Elle a une expérience de la gestion des affaires publiques. Elle est ministre depuis 2016. Elle a occupé la fonction d'abord de ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Ensuite, ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité jusqu'en 2018. Et maintenant, elle occupe le poste de ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. En plus, elle est maire de Boundiali depuis octobre 2018. C'est vrai qu'elle est diplomate, elle est reconnue pour être très diplomate. Elle a beaucoup d'empathie. On l'a même vu lors des remises, des distributions de fonds pour les familles qui avaient des difficultés au niveau de la Covid-19. Elle a même pris son téléphone pour les appeler, échanger avec elles. Elle est très empathique, elle est vraiment, vraiment diplomate. Donc, je pense que ça pourrait être un point intéressant. Pourquoi pas Adou lui-même?
Le président de la République. C'est une bonne question, Pourquoi pas parce que lui-même se considère, il considère encore qu'il pourrait être candidat, même si tout le monde n'est pas d'accord. La loi fondamentale adoptée en 2016 limitait à 2 les mandats présidentiels. Après, les interprétations sont très partagées. Il y a ceux qui ne prennent pas en compte son premier mandat et qui estiment que la loi de 2016 remet les compteurs à zéro et qu'il aurait le droit par conséquent de briguer un 3e mandat. Mais il y a ceux qui demeurent dans l'esprit profond de la loi et qui estiment que le but de celle-ci est d'éviter tout abus. Donc ceux-ci pensent que de cette manière, sa candidature pour 2020 serait très malvenue. Bon, vous Mais il y a une chose, je veux dire, En charge aujourd'hui du nous sommes dossier. sous le coup de la constitution de la Troisième République et ce qui est écrit noir sur blanc. Je pense que le président aurait le droit de se présenter selon ses écrits. Ça Pour l'heure, viendrait- ils ont- ça pour l'heure, viendrait on un peu dit en contradiction. place au recueillement et après C'est vrai. on décidera. Bonsoir à vous et merci. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis très honorée. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau du Talk. Qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? À quel moment vous avez décidé? Est-ce que c'est parce que vous avez une révélation? Est-ce que vous avez regardé aujourd'hui votre parcours en vous disant « je peux apporter quelque chose aux Ivoiriens » Comment s'est créé ce déclic-là? Merci, c'est une très belle question. Me concernant, c'est plutôt mon côté justicier. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été celle-là qui avait l'intention et toujours la volonté d'établir le droit, la justice, la rigueur dans la société, dans la famille et par la suite la connaissance biblique des principes divins parce que je crois aujourd'hui qu'aucune vie ne peut être meilleure sans la connaissance divine des principes divins appliqués au quotidien. Alors Dieu m'a choisi afin de conduire ce peuple dans toute sa sainteté et que la Côte d'Ivoire se retrouve. D'accord. Mais on en a parlé dans le petit débat et au vu des faibles résultats obtenus par les candidates aux dernières élections présidentielles, en dehors de ce caractère divin, sur quoi concrètement est-ce que vous vous appuyez pour inverser ce score? Parce qu'on s'en rappelle, elles n'ont pas passé la barre des 1%. Mais justement, vous mélangez les situations et les personnes. Moi, je vous parle de l'aspect divin. Sinon, j'allais dire l'aspect divin. Vous me demandez en dehors de l'aspect divin. Mais c'est le principal, c'est le fondement. Alors, moi, je viens en politique. Oui. Je viens en politique de façon divine, sous un appel divin. Mais justement, parce que divinement parlant, Dieu a voulu et l'a choisi afin que la Côte d'Ivoire change d'image, de visage et d'aspect dans son quotidien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment est-ce que vous avez eu cette révélation, justement, dont vous parlez, cette révélation divine? Il y a combien de temps? Il y a 2 ans, il y a 5 ans? À quel moment est-ce que vous avez eu cette révélation? Ce que vous devez savoir, c'est que le parti, le Nissin, a vu le jour le 5 avril 2018. D'accord. Voilà, et donc la révélation s'est faite bien avant, mais lorsque la révélation a été concrétisée, et j'allais dire, a été perçue dans mon entendement, ben, cela a cela a consolidé les signes que j'ai vécus tout au long de ma croissance depuis ma tendre enfance. Okay. Et donc, dans une sortie en avril 2019, vous avez, à Port-Bouët, vous déclariez « Le temps de la restauration est arrivé ». De quelle restauration s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut restaurer, en fait, à votre avis Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est à la CPI, il est à la haie. Vous pensez que le pays va bien? Aujourd'hui, les peuples se regardent en chien de faïence. Il y a une méfiance, il y a une barbarie totale, une guerre atroce depuis 2001 jusqu'à 2010. Le pays ne va pas bien, les peuples ne sont pas en paix, ils ne sont pas en parfaite symbiose, en parfaite entente. Alors la restauration, c'est la réconciliation, la restauration, c'est la paix, la restauration, c'est le retour de l'amour, la restauration, c'est l'union. L'union, ben, on va dire de façon consolée. Bonjour, monsieur Vélansquement. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur ce plateau en ces moments difficiles. On sait que vous êtes en charge d'un bon nombre de dossiers. Donc vous avez tenu à être avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Alors tout de suite, j'ai envie de dire, comment vous avez accueilli, je pense comme l'ensemble des Ivoiriens, la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Coulibaly? Ça a été un choc. Je dirais même un coup de massue sur la tête. Je reçois un coup de fil, quelqu'un qui me dit
tiens-toi bien, tu es où? Je dis, je suis au bureau. Il dit, tu es assis? Je dis, oui. Il dit, ben voici la nouvelle, elle est très, très mauvaise. Je pensais à un membre de ma famille. Et puis il me dit non, il dit le Premier ministre, et voilà. Donc c'est un choc. Et je ne sais pas si je suis encore remis. Je voudrais m'incliner devant sa mémoire et présenter mes condoléances à sa famille, à tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont admiré comme moi. Quelle était l'ambiance en Fraternité Matin? Mais on était tous le choc. D'abord, les gens ne croyaient pas. Quand j'ai appelé mes collaborateurs, ils ne croyaient pas. Donc chacun voulait vérifier. Et tout le monde appelait tout le monde. Et on était tous choqués, on était tous hébétés. On est effectivement dans cet élan de solidarité, dans cet élan d'hommage à l'endroit de cet homme, de cet infatigable, un travailleur dont on parlait hier, qui malheureusement a tiré sa révérence. Serge, vous avez une question? Ça m'amène à poser une question à M. Venance Ronan. De votre plume d'écrivain, comment vous dépeindriez aujourd'hui l'homme qui était Amadou Gon Coulibaly et le Premier ministre également qu'il était? Je crois que... D'abord, je voudrais faire remarquer que pour une fois dans ce pays, il y a unanimité. Ouais. Dans les hommages, dans les témoignages sur le Premier ministre, feu le Premier ministre, il y a pour une fois. Espérons qu'il y aura d'autres occasions moins tristes où nous serons ensemble, tous les Ivoiriens. Si je dois décrire le Premier ministre, je parlerai de fidélité et travailleur. Je crois que c'est les deux qualificatifs qui les caractérisent le mieux. Fidélité à un homme qui s'appelle Alassane Ouattara et grand travailleur. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. C'était un gros bosseur. Il a beaucoup d'autres qualités, hein, mais si je dois retenir deux, c'est cette fidélité et cet acharnement au travail. Est-ce que vous avez connu l'homme personnellement? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez été très attristé par cette nouvelle. Un peu, oui. Et l'homme, à travers ses qualités, donc fidélité et travailleur, c'était pour le Premier ministre, mais qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Sa simplicité. Ces derniers temps, je le voyais assez régulièrement. Et la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était à l'aéroport. Il m'avait envoyé en mission, il m'avait confié une mission. Et quand je revenais, à ma grande surprise, il était à l'aéroport. Il attendait quelqu'un, ce n'était pas moi qui l'attendais. Et puis j'étais surpris de le voir là, j'étais le saluer. Il m'a dit ça va, ça s'est bien passé. J'ai dit oui, il dit bon, on se verra. Et c'est après qu'il y a eu la crise du coronavirus et puis tout le reste. On n'a plus eu le temps de se voir, malheureusement. On dirait lui que c'est un homme également mais très strict. Très réglé, très strict, mais très simple. Ouais. Dans l'intimité, c'était très rigolard. Et voilà, c'était la simplicité. Dehors, il avait peut-être donné l'impression d'être un homme un peu rigide, mais la réalité, quand vous êtes à deux, ou dans l'intimité, il aime bien raconter des blagues. Et... Non, c'est un monsieur vraiment adorable. Vous disiez travailleur, très travailleur, trop travailleur peut-être même. Trop, bon, oui, en tout cas c'était un grand travailleur. Trop, je ne peux pas le dire, mais bon, ce qu'on voyait de lui, hein, c'était ça. Un homme de dossier qui maîtrisait ses dossiers. Et voilà, c'est ce on admirait tous en lui. Maintenant, s'il a été trop travailleur, bon ça, aujourd'hui tout le monde peut dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il ne pourra plus briguer la magistrature suprême. À votre avis, que va faire le RHDP? C'est le gros point d'interrogation. Je crois que depuis hier, tout le monde se pose cette question et il y a des gens qui ont dû passer une nuit blanche. Rien que pour ça. C'est la grosse interrogation. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un autre candidat. Bon, qui sera ce candidat? C'est ce qu'on ne sait pas. Et à votre avis? Oula. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de noms qui circulent. Ben, le premier nom, c'est celui du président de la République. Oui. Il a dit lui-même qu'il ne voulait plus se présenter. Mais compte tenu de la donne actuelle, rappelez-vous ce qu'il avait dit à Katiola. Il avait dit que si ces concurrents traditionnels que sont M. Bédier et M. Gbagbo se présentaient, il n'excluait pas de revenir dans la course. M. Bédier, apparemment, est candidat. Est-ce que le président Ouattara va revenir sur sa parole? Je ne sais pas. Compte tenu du fait que celui qu'il avait choisi comme poulet n'est plus, est-ce que ça va le pousser à revenir? Je ne sais pas. Mais en dehors de lui-même, il y a d'autres. Le RHDP a beaucoup d'autres chevaux, si je peux dire. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des noms qui reviennent. Quel est le chemin que vous aimeriez voir, vous, en tant qu'analyste politique, depuis un nombre d'années? Qu'on choisisse le meilleur
candidat. Voilà. Vous avez voté en touche. Vous avez voté en touche. Vous avez voté en touche. Alors, on reste toujours dans cet élan de candidature. Après 2 reports de la date butoir, la CEI a clos la révision de la liste électorale le 5 juillet 2020. Comment est-ce que vous jugez le déroulement de cette opération? Moi, j'étais plusieurs fois sur le terrain. Je crois qu'on a eu plus qu'on ne l'attendait. Je crois qu'ils ont eu plus d'1 million de nouveaux inscrits, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc, je pense qu'il y a un engouement. Je pense que les différents partis ont compris l'enjeu et ils ont mobilisé leurs partisans pour qu'ils aillent s'inscrire. Parce que, bon, je dirais que c'est le dernier combat pour beaucoup, hein, donc chacun veut le gagner. Mais parlant d'objectif, l'objectif était d'attendre au moins 3 millions de nouveaux majeurs. Bon, ils ont eu 1 million, c'est déjà pas mal. En tout cas, ils ne sont pas fâchés. Donc, ils sont contents du résultat. Ils auraient pu faire mieux, sans doute, mais bon. Il y a eu des difficultés sur le terrain au niveau des tribunaux. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont traîné. J'avais suivi ça un peu, en tout cas dans ma région à la base. Et d'après ce que j'ai entendu, ça a été la même chose un peu partout. Il y a eu l'opérateur qui a eu beaucoup de retard, et puis les tribunaux qui étaient un peu engorgés. Ça fait que beaucoup de dossiers n'ont pas pu être traités à temps. Il y a eu les reports, mais ça n'a pas permis d'avoir autant de personnes qui le souhaitaient. Donc l'objectif n'est pas vraiment atteint. Non. On se contente de ce qui a été fait. C'est pas mal déjà ce qui est là. C'est mieux qu'auparavant. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre numéro du Live Talk de ce jeudi et pour cette semaine. Ah, déjà? Déjà, oui, déjà. On vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. Le plaisir. Live Weekend, c'est demain? C'est demain, avec Connie et toute sa team. Prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.